il faut être un leader. Mais je pense la même chose pour le chef de famille. Être un leader, c'est-à-dire être capable de prendre sur ses épaules les ennuis pour tout le monde. Être capable de prendre sur ses épaules les attaques de tout le monde. Et être suffisamment fort pour que les jours où ça rigole, de partager le succès avec les autres. Un chef d'entreprise, si ça ne va pas, ses salariés sont inquiets. Mais le chef d'entreprise, il ne dort pas. Le leader, si ça ne va pas, il sait que c'est sa tête qui va être coupée. Ses amis, ils pensent que c'est leurs ambitions qui ne seront pas satisfaites. Ce n'est pas la même chose, Jean-Michel. Et je pense que, puisque vous êtes de Sablé, de la Sarthe, je vais vous dire un truc. Leader, ça ne s'apprend pas. On est leader ou on ne l'est pas. Et c'est injuste. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire quand je dis c'est injuste? C'est comment je vous dis ça? C'est... Il y a un monde entre le numéro 1 et le numéro 2. Et il y a peu entre le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 10. Ça n'a rien à voir. Et je pense qu'il y a un monde entre le chef d'entreprise et l'équipe qui constitue autour de lui. Et ça ne veut pas dire que je sous-estime, Jean-Michel, le travail de vos collaborateurs, de vos équipes, etc. Mais on est comme on est. Bon, moi, je ne me suis jamais vu, même à l'école, comme numéro 2. Non, mais vous allez me prendre pour quelqu'un qui a un fort... Mais je ne peux pas vous l'expliquer. Quand j'étais enfant et que quelqu'un me mettait la main sur la tête... Il était en danger, on a compris. Il était en danger. Bon. Et c'est assez fascinant d'ailleurs de voir que on peut être tout à fait heureux sans être un leader. Mais on ne peut pas être heureux si on ne comprend pas qui on est. Est-ce que je me fais comprendre pour le coup? On n'est pas heureux parce qu'on est leader, mais on est heureux parce qu'on se sent leader et qu'on essaye de transformer le projet intime en réalisation. On peut être tout à fait heureux, numéro 2, numéro 3, numéro 10, numéro 110. Mais si on veut forcer sa nature et devenir qui on n'est pas, alors, si vous pensez que je fais allusion à certaines personnalités de la géographie ici, vous avez raison. Dernière question, salle. Vous, mademoiselle, et on terminera par vous, parce que... Est-ce qu'on peut donner un micro à cette charmante demoiselle, juste en haut? Vous savez comment il est, lui? Il dit « charmante demoiselle ». Si c'était un jeune homme, vous ne diriez pas « ce charmant jeune homme ». Bien sûr, pourquoi, président, je ne le dirais pas? Vous êtes bizarre. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, madame. Frédéric Lavie, American Airlines. Là, on a évoqué un petit peu le contexte du Brexit. Donc, j'avais une question sur ce point, mais malheureusement, on a déjà pas mal développé. Mon autre question est plutôt au niveau de la gestion européenne de la migration, des flux migratoires que nous rencontrons aujourd'hui via la Libye, les développements, les flux migratoires en Espagne par ce passage, Lampedusa et via la Turquie, ce qui implique aussi avec la Turquie une attitude au niveau de l'Europe, une certaine indulgence au regard du comportement d'Erdogan. Je voulais savoir quel était votre point de vue à ce niveau. Bon, écoutez, merci. Franchement, dans les gènes de l'être humain, dans nos gènes, il y a le gène de la migration. Et c'est indiscutable et ça ne changera pas. D'ailleurs, j'en veux pour preuve. Vous savez, vous avez les chiffres en tête. Il y a 14 milliards d'années, il y a le Big Bang, l'univers se crée. Il y a 4 milliards et demi d'années, la Terre se crée.
Et il y a entre 3 millions et 3 millions et demi d'années, les premiers hominidés. Hein? Si vous prenez Lascaux ou Chauvet, c'est 40 000 ans avant Jésus-Christ. C'est ça les ordres de grandeur. Et les premiers hommes hominidés qui apparaissent en Afrique de l'Est conquièrent le monde. Donc, j'en tire la conclusion que le mouvement vers la migration, il est inscrit dans nos gènes. Donc la question n'est pas d'interdire la migration, ce qui serait une folie. La question, c'est l'équilibre et le niveau. D'abord, je me suis opposé, si je n'avais pas été là, si je n'avais pas dit cela, la Turquie serait en Europe, je me suis opposé à l'entrée de la Turquie en Europe. Pour une raison simple, c'est pas que j'aime pas la Turquie, j'ai été jusqu'en Cappadoce, oh quelle merveille, je connais Izmir, je connais Ankara, je connais Istanbul. Si ça, c'est l'Europe, alors je connais rien à l'Europe. Mais nous sommes à 12 kilomètres de l'Afrique par le détroit de Gibraltar. Hier, je parlais avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Madame Condi Rice, vous savez, qui était la ministre des Affaires étrangères de George Bush, qui est une femme absolument remarquable. Elle me disait, mais tu comprends, nous aux États-Unis, on a une autre conception de l'immigration. Je dis, c'est pas vrai. Quelle est la différence entre les États-Unis et vous? Sur la côte Est, vous êtes protégé par 8000 km d'Atlantique, ça ne se traverse pas à la nage. Sur la côte Ouest, vous êtes protégé par 12 000 km de Pacifique, ça ne se traverse pas à la nage. En haut, vous avez le pôle Nord, ça ne se traverse pas à pied. Et au sud, vous avez le Mexique et vous avez fait 3000 km de barbelés. Qu'est-ce que vous venez nous donner de leçons? Elle m'a dit, t'énerve pas. Je m'énerve pas. J'explique. Bon. Nous, je lui ai expliqué, parce que les Américains sont fantastiques, mais enfin la géographie, pour eux, le monde s'arrête à New York et commence à Los Angeles, quoi. J'ai dit, nous, on peut venir à pied par la frontière gréco-turque, à pied. Et la Méditerranée au plus large doit avoir moins de 1000 km, et au détroit de Gibraltar, il y a 12 km. Nous ne pouvons plus accepter les flux qui arrivent. Et c'est pour ça que, d'accord d'ailleurs avec le président Macron, j'avais proposé les hotspots pour que ces malheureux, on instruise leur dossier avant qu'ils risquent leur vie en traversant la Méditerranée plutôt qu'après. Ils traversent la Méditerranée, on leur dit non. Il vaut mieux dire non avant. 2,3 milliards d'Africains vont être submergés. On ne peut pas les accueillir. Ce n'est pas un problème d'égoïsme, ce n'est pas un problème de refus de l'immigration, c'est un problème de bon sens. Et d'ailleurs, c'est absurde de penser qu'il y a plus de médecins béninois en France qu'il y en a au Bénin. Et le Bénin a besoin de ces médecins. Donc c'est un problème de régulation qui participe aussi à un problème de natalité. Écoutez, les familles africaines subsahariennes ont une natalité de 5 à 7 enfants par famille. C'est un problème, il faut en parler, il faut qu'on discute de tout cela. Et c'est sans doute le grand problème des années à venir, avec une Europe qui reçoit en permanence des leçons de générosité, alors que l'Europe est le continent le plus généreux du monde. Allez essayer de vous installer en Canada ou aux États-Unis sans la green card, et vous verrez. Enfin, écoutez, je vous rappelle que jusqu'à encore 10 ans, si vous aviez le sida, vous n'aviez pas le droit d'aller aux États-Unis. Sauf que les États-Unis, leurs frontières, c'est 10 aéroports. La nôtre, on a une gémellité avec l'Afrique. Donc ce sujet est très sérieux, on raconte beaucoup de bêtises là-dessus. Je ne conteste en rien les côtés positifs de la migration et l'identité migratoire de l'être humain. Je dis simplement qu'à un certain moment, on ne peut plus intégrer. On ne peut plus. Voilà. Et on n'a rien vu, parce qu'on va voir le problème de l'Algérie et de son avenir. On a le problème de la Syrie, on a le problème de la malheureuse Libye, et le projet qui était le mien d'union de la Méditerranée est sans doute le projet le plus important à mettre en œuvre, pour la France et pour l'Europe. Comme toujours, vous savez,
quand nous tournons le dos à la Méditerranée, on ne tourne pas le dos à notre passé, on tourne le dos à notre avenir. La paix du monde, elle se jouera là. Et notamment sur la question des flux migratoires. Merci, Monsieur le Président. Je peux vous dire que c'est un grand moment que nous venons de vivre dans le tourisme, d'avoir la chance d'avoir un président de la République. Moi, je vous le dis. Je voudrais, avant, d'abord vous dire que, pour moi, c'était un plaisir de venir. Et souvent, on me dit, mais qu'est-ce qui te manque depuis la période de l'Élysée? Parce que, comme si j'étais propriétaire, le président Macron nous a invités à dîner. Il m'a dit, mais ça ne vous gêne pas, j'aimerais vous inviter à dîner à l'Élysée, ça ne vous gêne pas de revenir? Je vais revenir, j'ai codé mon souvenir. Voulez-vous que ça me gêne? Ça ne m'appartient pas. Je savais très bien qu'on était des locataires provisoires. Mais s'il y a quelque chose qui me manque, c'est la rencontre avec les gens. Parce que j'aime ce contact. Je n'ai pas changé. Et pour moi, je ne viens pas voir les agents de voyage, je ne viens pas voir Selectour, je ne viens pas voir Laurent, simplement. Je viens voir des compatriotes qui ont leurs opinions, qui ont voté ou pas pour moi, mais avec qui on partage une culture, une ambition, une destinée. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus agréable que de partager ça? Et je suis inguérissable. Ça me plaît de convaincre. Et ça me plaît de partager. Et je le fais beaucoup à l'étranger maintenant, mais merci de cette occasion qui m'est donnée de le faire en France, dans mon pays. C'était pour moi un grand plaisir. Donc Carla sera marraine, et moi vous me réinvitez au prochain congrès. Merci. Merci, Président. Merci à vous. Et merci Laurent de m'avoir invité. Merci de votre amitié. Merci du fond du cœur, Monsieur le Président. Grand moment d'émotion à Selectour et une grande transparence avec de l'humour. Merci du fond du cœur et merci Dino d'avoir organisé tout ça avec Laurent. Faire un livre, c'est possible. Mais faire un livre que les gens aiment, c'est un défi immense. Et pour moi, c'était comme un miracle. Le succès est un miracle. Parce que la vie, c'est qu'une longue succession d'épreuves. Et le bonheur est dans l'épreuve surmontée, jamais dans l'épreuve évitée. Et quand on a le succès, il faut avoir la sagesse de comprendre que le succès est aussi injuste que la défaite. Et pour moi, le succès de ce livre, c'est un miracle. Et le pire, c'est qu'il faut que je pense à faire le tome 2. Là, c'est une pression terrible. Vous avez parlé de vos rivaux politiques, de moments très intimes et personnels également. Vous avez parlé de... vous évoquez longuement ceux dont vous avez questionné la loyauté politique. Vous-même, vous avez été accusé de manque de loyauté. C'est un monde sans pitié, le monde de la politique. Mais est-ce qu'il vous manque? Non, attends. C'est mieux que vous posiez une question à la fois. Voilà. Alors je vais vous poser la question simplement. À Sciences Po, on Oui. apprend à répondre à une question à la fois. Donc moi, je n'ai pas appris à répondre à 2 questions à la fois. Je vous pose une question unique alors. Est-ce que ce monde vous manque? Non, moi je vais répondre différemment. D'abord, ce n'est pas la politique qui est cruelle. C'est la vie qui est difficile. Et la politique, c'est la vie sous une loupe. Mais ce n'est pas plus cruel ou pas plus difficile que la vie de tous les jours. Dans la vie, on n'aime plus, on est trahi, parfois on trahit soi-même. Et j'ai voulu raconter une histoire. Quand j'étais tout jeune, connaître moins de personnes que ma famille n'en connaissait, c'est impossible.
je ne sais pas comment il s'était débrouillé, mais on connaissait personne. Personne ne nous connaissait, mais nous, on connaissait personne. Et quand je regardais le sommet, mais je dis, comment je vais faire? Comment on peut sortir de ça? J'étais né avec une petite canne à pêche au bord d'une petite rivière où il n'y avait que des petits poissons. Et moi, je voulais des gros poissons. Et c'était un long chemin. Et j'ai voulu raconter comment une vie peut partir de tout en bas pour aller tout en haut. Parce que ce n'est pas simplement ma vie, c'est la vie de chacun d'entre vous. Comment on fait au début avec ce qu'on a pour être heureux, pour avoir de l'ambition, pour avoir un métier intéressant. Et tout au long de ma vie, j'ai rencontré de la cruauté. Et parfois, moi, je me suis battu avec une telle force. Parfois, moi aussi, j'ai pu être cruel. Mais je voulais montrer qu'au fond, c'est une histoire humaine. Ce n'est pas une histoire politique, c'est une histoire de vie. La vie, elle est comme cela. Alors après, est-ce que ça me manque? Non. Et pourquoi ça ne me manque pas? Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce à quoi on assiste, ce n'est pas la politique que j'aime. Moi, j'aime la vision, j'aime le leadership, j'aime les choses en grand, j'aime le côté épique. Au fond, j'aime la verticalité et les réseaux sociaux, c'est que l'horizontalité. Moi, je ne suis pas fait pour l'horizontalité. Je pense, voyez-vous, que l'égalité, c'est un mensonge. Quand vous allez chez le tailleur, l'égalité, ça serait de donner à chacun la même taille. Je pense que c'est injuste. Moi, je suis pour la justice. Je ne suis pas pour l'égalité. Je pense que si on veut être juste, il faut accepter de s'affranchir de l'égalité. Il y a des grands, il y a des petits, il y a des chauves, il y a des chevelus, il y a des énergiques, il y a ceux qui n'ont pas d'énergie, il y a des gens qui ont le moral, il y en a d'autres qui ont des dépressions, ils n'y peuvent rien. On est différents. Moi, j'aime la différence. Et j'affirme que si on est passionné par l'égalitarisme, on ne peut pas respecter la différence. Et que c'est la différence qui est riche. Et vous verrez avec vos enfants la même éducation, le même sang et tant de différences. Donc, la politique, quand c'est grand, quand c'est fort, quand c'est du leadership, j'aime ça. Bon, quand il faut faire semblant de considérer que tout se vaut, enfin, je pense que je ne suis pas adapté à cette politique-là. Donc la réponse est non. Alors quand le Parisien note, il a une stratégie politique, le Parisien du 7 août 2019, Nicolas Sarkozy utilise aussi l'écriture pour revenir plus vite sur la scène politique. Donc c'est non. La réponse. Parce que vous croyez les journalistes? Je sais qu'on vit dans une époque où les journalistes sont des cibles, surtout aux États-Unis. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Mais Pas du tout, je vais vous expliquer. Oui. Le spécialiste journaliste de l'économie, s'il aimait l'économie, il ferait chef d'entreprise. Le spécialiste journaliste de la politique, s'il aimait la politique, il ferait politique. Le spécialiste journaliste de la culture, s'il aimait la culture, il ferait écrivain, auteur de pièces de théâtre, cinéaste. Et j'ai beaucoup d'affection et d'amitié pour vous parce que, au fond... Je ne suis spécialiste en rien. Non, vous êtes formidable. J'ai vous êtes formidable. Une émission d'info générale. Si vous voulez, donc. moi, il m'a toujours semblé que c'était plus facile dans la vie d'être l'acteur que d'être le spectateur. Et moi, j'ai toujours pensé que les acteurs, ceux qui s'engageaient, ils avaient toujours plus de légitimité que ceux qui les regardaient s'engager et qui les critiquaient ou qui les commentaient. Mais vous êtes maintenant spectateur.
Ben oui, mais enfin, Vous êtes spectateur de votre propre vie, Non, non. Également des faits d'actualité, de cette énorme crise qu'on traverse aujourd'hui. Je suis spectateur de vos questions. Mais je vais vous poser des questions sur ce qui se passe, parce que depuis 2012, le monde a changé. Il y a eu des crises, des questions, des remises en cause des démocraties des pays occidentaux. Par exemple, quand Donald Trump a été élu, quelle observation vous vous êtes fait? Que c'est le symptôme de quoi cette vague populiste? C'est compliqué parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Et pas qu'aux États-Unis, en Europe également, avec Brexit. Donald Trump, ne lui donnez pas une importance qu'il n'a pas. Il n'est pas la cause de la décadence de l'Occident, il est le symptôme. Je peux expliquer si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. La décadence de l'Occident a commencé avant Trump. Et c'est parce que, je vais m'en expliquer, il y a ce mouvement de décadence que vous voyez Trump. Il est le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus important. Grosso modo, pendant 5 siècles, le monde a tourné sur un axe ouest. Eh bien, désormais, l'axe du monde a muté de l'ouest vers l'est. C'est un phénomène majeur et qu'on peut expliquer d'ailleurs par une chose: sur 7,5 milliards d'habitants sur la planète, 4 sont en Asie. Et si vous prenez l'Occident tel qu'on l'entendait, c'est moins de 800 millions. Nous étions dominants, nos valeurs étaient dominantes, notre histoire était dominante. Nous lidions, au sens de leadership, le monde. L'axe du monde est maintenant un axe asiatique. Peut-être demain africain, mais un axe asiatique. Et ça, c'est un premier phénomène massif. Et un deuxième phénomène extravagant, c'est que la première puissance militaire, la première puissance monétaire, la première puissance économique dit: les affaires du monde ne m'intéressent plus, America First. Pour des gens comme moi, qui ont toujours été attachés à l'axe atlantique, à l'amitié indéfectible entre l'Europe et les États-Unis, c'est un choc. Mais ça n'a pas commencé avec Trump. Le dernier président américain universaliste, c'est Bush. On peut l'aimer, pas l'aimer, c'est autre chose. Mais c'est le dernier qui disait « les valeurs de l'Amérique sont les valeurs pour le monde ». Maintenant, vous avez un président original. Give me a break. Qui fait des deals. Et qui dit clairement, les affaires du monde, c'est pas mon problème. C'est un deuxième changement colossal. Et il y en a un troisième, si vous me permettez, dont personne ne parle et qui est le problème le plus important aujourd'hui. S'il devait y avoir qu'un seul problème à décrire, c'est celui-là. Nous sommes face à un choc démographique que la planète n'a jamais connu. Jamais. Quand je suis né, il y avait 2,5 milliards d'habitants sur la planète. Je ne suis pas encore mort. Enfin, jusqu'à maintenant. Et la population sur la durée d'une vie a été multipliée par 3. Nous sommes passés de 2,5 milliards à 7,5 milliards. Jamais on n'a connu ça. Dans 30 ans, on sera 9 milliards et à la fin du siècle, on sera 11 milliards. Ces chiffres sont incontestables. Depuis 4,5 milliards d'années que la planète existe, elle n'a connu que des changements climatiques. Un changement démographique de cette ampleur
nous ne l'avons jamais connu. Jamais. Toutes les espèces du vivant ont vocation à disparaître, et elles disparaissent toujours par la même cause, la surpopulation. Donc cette question est absolument centrale. Et il n'y a même pas un organisme mondial pour suivre l'évolution de la démographie mondiale. Et je terminerai par là. Si on additionne tous les hominidés qui depuis 3 millions d'années ont habité sur la planète, tous, c'est l'équivalent de la population d'aujourd'hui. Ça, c'est un sujet absolument colossal. Et c'est ce sujet-là qui est prioritaire. Et c'est d'ailleurs cette explosion démographique qui a des conséquences sur le climat. Ce n'est pas le climat qui a des conséquences sur la démographie. La cause, elle est d'abord dans l'explosion démographique. Vous croyez que New York est une grande ville? Lagos, qui n'est même pas la capitale du Nigeria, a 22 millions d'habitants. Et dans 30 ans, c'est fait. Le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Et même si on décidait de s'en occuper maintenant, on ne peut pas changer quoi que ce soit à cela. Alors ça, c'est une grande question. À moins de résoudre Je suis désolé pour le dîner de Sciences Po. On va parler de Sciences Po parce que vous avez passé du temps là-bas, on est tous les deux anciens de Sciences Po, et puis pour inspirer les anciens et peut-être les enfants des anciens aussi qui vont faire Sciences Po. Mais j'aimerais revenir à Passion. D'abord, vous avez dit un tome 2 potentiellement. Oui. J'ai trouvé que vous parlez de façon très éloquente de moments intimes, de votre divorce, de votre rencontre avec Carla. J'ai trouvé certains passages très touchants. Carla, je lui ai dit que je voulais l'épouser alors que je la connaissais depuis moins d'1 semaine. C'est une grande histoire d'amour, ça. Qu'est-ce que je fasse? Je ne sais pas. C'est dans votre livre, je vous cite. Comment? C'est pas ce que j'attendais. Moi, j'ai pris ce livre, je l'ai lu en 2 jours, et je ne m'attendais pas à ce genre de passage. Je pensais que ça allait vraiment être un livre politique. C'est-à-dire sans intérêt? Non, c'est-à-dire avec moins de sentiments, avec moins de sentiments. Mais comment voulez-vous? Ça, c'est fantastique. La vie, c'est qu'une affaire de sentiments. Et parce que j'ai eu l'ambition d'être président de la République, parce que j'ai eu la chance d'être élu, il faudrait que j'ai pas de sentiments. Comme un glaçon, comme un iceberg. Comme un pauvre type qu'on amène là et dit voilà, une machine a décidé et alors vous n'avez pas peur de la mort, vous êtes président de la République. Ah bon, qu'est-ce que ça change? Vous n'avez pas peur de la maladie, vous êtes président de la République. Ah bon, qu'est-ce que ça change? Vous n'avez pas de chagrin personnel, vous êtes président de la République. Qu'est-ce que ça change? J'ai voulu dire que je n'ai jamais oublié que j'étais d'abord un être humain avant d'être un président de la République. Je vais vous faire une confidence bouleversante. Dans ma vie, j'ai vécu plus longtemps non président de la République que président de la République. Et parfois, j'ai l'impression qu'on me dise j'ai commencé à respirer le jour où j'ai été élu et on a éteint la lumière le jour où j'ai été battu. C'est pas ça la vie. Et je pense que le plus important, et peut-être pour les jeunes et pour Sciences Po, c'est que la vie, ce n'est qu'une éternelle capacité à renaître. Car je défends l'idée que on meurt plusieurs fois et on vit plusieurs fois.
et que toute la vie, c'est Dostoïevski dans Crime et Châtiment, Raskolnikov tue une prêteuse à gages, et le livre se termine quand il va en prison, il dit la renaissance lente mais certaine de Raskolnikov commence. On renaît après une maladie, on renaît après un échec, on renaît après un divorce, on renaît après une épreuve, et on renaît jusqu'au bout. On ne change pas, mais on renaît. Et le plus important, c'est de comprendre qu'au fond, on a plusieurs cartes, plusieurs chances, et qu'il faut toujours renaître. Et j'ai une année 2007 chargée, parce que je suis élu président de la République en mai 2007, je divorce en octobre 2007, je ne le voulais pas. Je rencontre Carla en novembre 2007 et je suis marié le 2 février 2008. Je suis un type qui prend les décisions rapidement. Mais Carla aussi d'ailleurs. Mais au fond, c'est la renaissance. Et qu'on soit président de la République, chef d'entreprise, professeur, patron de Sciences Po, Frédéric, ambassadeur, consul, on est les mêmes. On a cette vie qui dure le temps d'un timbre-poste, et malgré la brièveté, on s'agite pour en faire quelque chose comme si on avait l'éternité. Et au fond, la seule façon de vivre, c'est de vivre jusqu'au bout totalement, comme si ça avait un sens. J'ai conscience du ridicule de tout ça. Mais je pense qu'au fond, ce qui donne sa dignité à l'homme au sens être humain, c'est la mort et c'est la capacité à renaître. Et c'est ça qui donne un sens. Et je me suis dit, quitte à raconter une histoire, je vais la raconter complètement. Pas simplement l'histoire pendant les heures de bureau, mais la vraie histoire. Celle où on souffre, où on est heureux, où on met un genou à terre, et il faut remonter, il faut quand même aller au bureau, où il y a toutes les caméras qui vous regardent. Je me souviens du soir où j'ai été élu, il faisait nuit, il y avait tellement de caméras qu'on a l'impression d'être en plein jour. Mais on reste le même. Et peut-être que si le livre, il a intéressé, c'est parce que justement, c'est une histoire humaine. Mais vous citez également, vous réglez quelques comptes quand même. Vous parlez de votre ancien, de Dominique de Villepin, François Fillon, d'autres. Vous avez des mots chaleureux pour l'occupant actuel du palais de l'Élysée, Emmanuel Macron. Mais pour d'autres, on sent qu'il y a un petit règlement quand même de compte. Mais je vous vois venir, vous, c'est grand comme une maison. Hein. Mais j'ai pas voulu le faire comme ça. D'abord, si je règle des comptes aussi avec moi-même, où je dis quand je me suis trompé. Et vous savez, quelqu'un m'a dit, mais est-ce que tu as été vraiment sincère? Et j'étais obligé de réfléchir que pour être sincère, il faut se surveiller de très près. Si je me laissais aller à écrire ce que je pense sur le moment, ça veut dire que j'aurais écrit avec le cœur, mais je ne serais pas servi de mon cerveau. Pour être sincère, il faut beaucoup réfléchir. Pour démêler ce qui est de l'ordre du sentiment, ce qui est de l'ordre de la conjoncture et ce qui est de l'ordre du structurel. Par exemple, mes rapports avec Chirac, ils sont beaucoup plus complexes que je l'imaginais. Si vous m'aviez interrogé à tel moment, j'étais totalement négatif. Un autre, j'étais totalement positif. Et j'étais obligé de faire un effort pour comprendre. Mais quels étaient les liens avec lui? Je l'ai aimé, je l'ai affronté, il a voulu me tuer, il n'a pas réussi. Mais au fond, il est important pour moi. Il a compté dans ma vie. Et je ne peux pas vous dire, je ne suis pas son meilleur ami, mais je ne suis pas non plus son pire ennemi. J'ai voulu l'épater, au fond, le jeune. Et les sentiments sont plus complexes qu'on l'imagine. Et peut-être, vous l'avez-vous vu, j'essaie de faire quelque chose qui n'est pas caricatural. Où
moi-même, je fais l'effort de comprendre derrière les grands moments qu'on a eus ensemble et les grands moments où on s'est battu, elle est où la vérité? Et vous apercevrez que les sentiments de chacun d'entre nous, ils sont parfois contradictoires. Ils ne sont pas noirs et blancs. Vous savez, c'est cette merveilleuse chanson d'Aznavour qui parle d'un couple qui se sépare et qui écrit « Et ces premiers mots de haine qui sont les derniers mots d'amour. » Parce que les sentiments, c'est complexe. Et donc ça m'a pris du temps pour enlever ce qui était inutile. Et donc si je me permets de vous reprendre, Oui. il n'y a aucun règlement de compte, parce que si j'avais voulu régler des comptes, j'aurais pas fait comme ça. Vous auriez fait comment? Ça m'intéresse. Il y a quand même 19 mentions de François Hollande. Vous l'avez appelé discourtois. C'est plutôt flatteur. Est-ce que quelqu'un que vous avez mentionné dans le livre vous a contacté par la suite? Soit pour vous remercier, soit pour vous se plaindre. Est-ce qu'il y a eu ce genre de choses? Parce que quand on écrit un livre pareil, on a forcément... Et d'ailleurs, si je peux me permettre, Monsieur le Président, je pense que c'est un best-seller parce que justement, on sent une sincérité. Et c'est ce que les gens veulent, je crois, comprendre, venant d'un politique ou d'un homme politique. Donc, est-ce que vous avez eu des contacts avec des personnes Vous savez, je crois qu'il y a eu 259 livres écrits sur moi. Personne ne m'a demandé l'autorisation. Non, mais pas l'autorisation, moi, mais attends. par la suite. Et moi, pour écrire sur un sujet que je connais un petit peu, moi, je devrais prendre des précautions, envoyer des Bristol, m'excuser. Non, d'abord, ce que je dis, je pense que c'est exact. Et certains m'ont dit, sympa, t'as parlé de moi. D'autres m'ont dit, c'est pas sympa, t'as pas parlé de moi. Je dis, attends le tome 2.